Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV. Vous êtes dans le grand podcast Bienvenue au Jardin, émission numéro 9, et je suis tout seul. Non, en fait, Roland va être avec nous quand même aujourd'hui, mais il est resté à Vittel pour une raison toute simple. Eh bien, il est cas contact Covid-19. Bonjour Roland. Bonjour Patrick, alors j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis à des millions de kilomètres de toi, donc j'espère qu'on m'entend quand même. Bah écoute, avec les miracles de la technique aujourd'hui, on a Stéphane aux manettes, on a Miguel derrière la caméra. Je pense qu'on va faire une émission originale, sympa. Vous aurez ça pendant 2 semaines consécutives parce que Roland est complètement verrouillé pour se protéger contre cette saloperie de maladie. Désolé d'être un petit peu trivial. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement le 15 mai, le 135e jour de l'année dans notre calendrier, le 25e jour du signe astrologique du Taureau, et Roland, nous sommes le 26e jour du mois de Floréal dans le calendrier républicain, et la plante du jour, c'est... Le fusain qu'on adore. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle aussi le bonnet de prêtre ou le bonnet d'évêque grâce, ou à cause, j'en sais rien, de ces fruits. Ces fruits en forme de bonnet qu'ils ont divisé un petit peu en 4 là, et c'est magnifique. C'est une plante, on va dire c'est un arbuste un peu sauvage, on le trouve nous au bord des ruisseaux. C'est une plante exceptionnelle à l'automne. Alors tu nous parles là du fusain d'Europe, mais évidemment il y a d'autres fusains, et notamment des espèces japonaises, Euonymus japonicus, que l'on cultive au jardin, Euonymus fortunei aussi, qui sont des excellents arbustes pour faire des haies, plantes persistantes, alors que notre fusain d'Europe, lui, il est caduc. Et oui, et puis on peut même faire des rocailles parce qu'il y a des tout petits fusains nains, donc avec un feuillage panaché qui sont magnifiques, en pot aussi, ça claque bien en pot parce qu'on peut avoir de belles petites plantes bien trapues, et puis ça pousse plutôt relativement bien au jardin quand même. Alors moi, il y a une chose que j'aime pas trop sur le fusain d'Europe, c'est que c'est un hôte naturel du puceron noir de la fève que l'on trouve sur pas mal de plantes d'ornement, notamment aussi d'ailleurs sur les viburnums, vous savez, les boules de neige qui, eux, sont vraiment complètement envahies par ces petits pucerons noirs. Bon, voilà, ça fait partie en fait du cycle biologique tout simplement. Alors, au niveau de ce qu'il faut savoir, Roland, sur le fusain d'Europe, le bois notamment, c'est quelque chose de très costaud. Oui, c'est un bois très dur qu'on utilise en marqueterie, puis on fait aussi le fusain, on fait du charbon de bois, et un genre de charbon de bois avec les pousses, avec les tiges, et on peut dessiner avec, d'ailleurs je te montrerai les dessins que je fais avec le fusain, c'est magnifique. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le dessin au fusain, ça c'est pour les artistes comme Roland. Alors il y a d'autres fusains intéressants au niveau des fusains à feuillage caduc. Par exemple, tu connais Euonymus phelomanus? Phelomanus, non, du tout. Alors il est phénoménal, voilà, pratiquement, parce que c'est au niveau de l'automne quelque chose de resplendissant. Les feuilles prennent une couleur, d'une intensité, d'un orangé extraordinaire. Alors, en plus, il a des pousses assez particulières qui sont un peu aplaties. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez apporter dans votre jardin. Attention, il fait quand même à peu près 3 mètres d'envergure et de hauteur. Donc, c'est assez imposant. Il faut avoir un jardin relativement grand. Mais sinon, voilà ce que vous pouvez faire au niveau du fusain. Aujourd'hui, ce n'était pas notre plante vedette, c'était simplement la plante du calendrier républicain. On voulait vous en dire 2-3 mots. Tiens, si quand même, Roland, au niveau de la culture, c'est quand même très facile. Ah oui, on le trouve spontanément donc chez nous. Donc la culture, si on a un terrain un petit peu humide quand même, de la place comme tu l'as précisé, parce que c'est bien de planter des fusains. En particulier, j'adore le fusain traditionnel, celui qu'on trouve à l'état sauvage. Il pousse tout seul. Ça pousse tout seul, évidemment. Alors au niveau de l'anniversaire, on va y aller très rapidement. Le 15 mai 1875 naissait en Allemagne Ernst Georg
Pritzel, c'est un botaniste qui a été extrêmement important. Il a validé pas mal de plantes. Il a été en Afrique du Sud, il a été en Australie, il a été en Nouvelle-Zélande. Donc je voulais simplement faire un petit coucou, enfin du moins posthume à Pritzel, parce que c'est quand même des gens qu'il faut avoir dans la mémoire. Ils ont joué un rôle important dans notre métier. Puis on terminera ce petit passage avec quelques dictons, mon cher Roland. Sainte-Denise. Oui. La Sainte-Denise finit la bise. Je ne parle pas de la bise qu'on se fait, mais je parle du vent très froid qui nous embête. Oui, malheureusement, la bise finit aussi d'un autre côté à cause de cette maladie. Et on dira à la Sainte-Denise de beaux iris, le jardin Cirise. Et voilà le téléphone qui arrive avec une question d'auditeur. C'est Simone de la région de Montpellier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Simone Roland? Eh bien, elle nous dit que l'année dernière, elle a planté un citronnier, elle lui avait mis un voilage pour cet hiver, elle l'a ôté fin mars, mais la plante est sèche, alors elle voulait la tailler pour voir, elle ne sait pas trop comment faire. Alors merci, mon cher Patrick, mon cher Roland, de votre aide, au secours. Au secours, alors il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on met un voile d'hivernage, ça a beau être, on va dire, perméable, c'est rarement suffisant pour alimenter en eau un citronnier pendant toute la période hivernale. Donc il a peut-être, malheureusement, je dirais, desséché complètement, simplement parce que Denise a oublié, quand il était sous son abri, de se dire, de temps en temps, il a quand même soif, ce citronnier. Donc je crains que ça soit un petit peu fichu. Alors sinon, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus, mon cher Roland ? Eh bien, sur ce voile d'hivernage, justement, alors on dit que c'est une protection. On a l'impression qu'en mettant le voile d'hivernage, ça y est, tout est bon, tout est fait. Et non, quand on habite dans des régions un peu plus froides que la nôtre, le voile d'hivernage, on va dire qu'il protège environ de 3-4 degrés maximum, il protège du vent. Mais si jamais il fait un coup de moins 15, bon, c'est pas le cas à Montpellier, évidemment. Hein, c'est rare à Montpellier. Ben oui, mais s'il fait un coup de froid, eh bien, la température descend malgré le voile d'hivernage. Et tu as raison de le préciser, l'arrosage, alors ça, c'est quelque chose de très important. On a tendance à se dire c'est une plante méditerranéenne, il n'y a pas besoin d'arroser pendant l'hiver. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on a aussi tendance à se dire que justement en hiver, on arrose moins. C'est vrai qu'on vous serine souvent cela pour un ensemble de plantes, mais il faut savoir que le citronnier, lui, il est en végétation tout le temps. Il n'a pas de repos végétatif. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, les citrons arrivent à maturité généralement en hiver. Et même la plante se met souvent à refaire des fleurs en plein moment de l'hiver. Donc, l'idéal, c'est de ne pas le mettre complètement sous un voile d'hivernage, mais de le planter. Alors, quand on habite dans la région méditerranéenne à bonne exposition, de façon à ce que la plante ne soit pas mise au gel, et surtout, attention au vent. Dans les autres régions, eh bien, on cultive le citronnier dans un pot et on va l'hiverner, on en a déjà parlé, plutôt dans une véranda qu'à la maison, parce que la plante se trouve très très mal dans une maison chauffée. Et donc je pense, toi Roland, tu n'as pas de citronnier en culture. Eh bien si. Oh, eh bien, si justement, on a une serre et qu'on va chauffer à l'extérieur. Donc on a, alors chauffer, quand je dis chauffer, c'est juste hors gel. Donc on va planter, on va voir ce que ça donne. C'est un test, hein. Il faut qu'on teste, nous les jardiniers, il faut qu'on tente des trucs. Donc alors, on va tenter. On ira voir chez Roland comment va son citronnier. Et maintenant, nouvelle rubrique. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors vous savez que Paroles d'experts, c'est notre rubrique très technique, pratique, etc. Et là, on va vous parler de techniques que vous n'avez certainement pas encore pratiquées, du moins pour la grande majorité d'entre vous, qui arrivent, on va dire, plutôt dans le monde professionnel, mais qui sont porteuses de choses extrêmement intéressantes. Je parle de l'aquaponie et de l'hydroponie. Alors Roland, comment tu pourrais définir l'aquaponie ? Oh bah merci le cadeau, hein, c'est pas facile à définir. Merci. Alors l'aquaponie, on va dire que ça serait une fusion de deux techniques. On va avoir l'aquaculture et l'hydroponie, puisque l'hydroponie, c'est la culture hors sol, on va dire, des plantes, et l'aquaculture, ça va être la culture de poissons. On va mélanger les deux en se disant que les poissons vont bien nous faire un peu caca dans l'eau et que les plantes vont récupérer tout ça pour vivre correctement. Voilà en résumé cette aquaponie. Quant à l'hydroponie, c'est uniquement, on va cultiver les plantes hors sol. Voilà. L'idée, c'est d'associer à la fois de la production de poissons, donc comestibles de préférence, avec la production de légumes ou de fruits, parce que j'ai vu certaines réalisations où les fraisiers, par exemple, ou même les framboisiers, les groseilliers, donnaient des résultats intéressants. Alors,
vous allez avoir l'impression que c'est une culture ou une technique extrêmement moderne, extrêmement récente, mais pas du tout. Parce que depuis les Aztèques, on a Miguel qui est derrière la caméra, qui est d'origine, d'ailleurs carrément mexicain, ben voilà, il a des ancêtres peut-être qui ont pratiqué l'aquaponie un jour, eh bien ils élevaient en fait sur des îles mobiles des plantes, et ces plantes donc étaient alimentées au niveau des déchets qu'il y avait dans les ensembles de ces villes. En fait, il faisait du recyclage des eaux usées de la ville avec les plantes qui pouvaient s'en nourrir. Tu connais ça, et les Roland? plantes poussaient. Oui, et puis ça a été vu aussi en Chine du Sud. Bon, j'y étais pas, mais c'est en Chine du Sud où là, c'était le riz qui était cultivé dans des rizières et en combinaison en plus avec des poissons. Donc, c'était vraiment les débuts de l'aquaponie. Alors d'ailleurs, ça continue ça. Et notamment en Indonésie, où certains poissons d'aquarium sont élevés dans les rizières et de façon assez naturelle, comme ça, en fait, ils récupèrent les effluents de la rizière. Alors, quels sont, Roland, les avantages de l'aquaponie ? Alors, les avantages aquaponie et hydroponie, d'ailleurs, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins d'eau. C'est paradoxal puisque ça vit dans l'eau, mais l'eau va rester en place, donc on va utiliser beaucoup moins d'eau. Moins de pesticides, forcément, parce que les plantes sont élevées, elles ont moins d'agresseurs, puisqu'il n'y a pas les agresseurs du sol déjà. Hein. Oui. L'engrais, beaucoup moins, en tout cas pour l'aquaponie, puisqu'on va utiliser les déjections de nos poissons, et puis ça consomme. Alors évidemment, il y a l'installation qui est un petit peu compliquée, mais on peut mettre cette installation un peu partout, pas besoin d'habiter à la campagne pour pouvoir gérer cette aquaponie. Alors il y a quand même une gestion, et tu viens bien de le dire, parce que ça ne fonctionne pas aussi miraculeusement que cela. Notamment, il faut savoir que les déjections des poissons, ou même les nôtres par exemple, sont essentiellement des éléments organiques qui apportent principalement de l'azote. Donc il va falloir rééquilibrer tout ça en apportant des éléments complémentaires, d'origine naturelle évidemment, pour que ça reste dans l'esprit que l'on veut, pour que les plantes puissent être cultivées à peu près correctement. Alors comment ces plantes se trouvent-elles cultivées ? Eh bien la plupart du temps sur des flotteurs, comme on disait tout à l'heure, faisaient les Aztèques. On va les poser sur des plaques de polystyrène et leurs racines vont tomber directement dans l'eau. Alors on met aussi des billes d'argile généralement aussi pour qu'il y ait quand même une sorte de maintien de la plante, et tout ça c'est alimenté par un système qui s'inspire un peu de la marée. En fait, lorsque le bac à poissons, alors il faut des filtrages, il faut des bactéries, etc. C'est vraiment tout un bazar. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment, nous avons fait sur News Journal TV une vidéo tout à fait passionnante qui a été tournée au potager des Princes à Chantilly. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment passionnant. Donc, c'est cultivé sur ces espèces de flotteurs et les plantes se nourrissent grâce justement au travail de transformation qu'ont pu faire les bactéries. Malheureusement, tout ne fonctionne pas à merveille. Et quelles sont par exemple les plantes que tu préconiserais pour cela, Roland ? On va mettre plutôt des plantes à feuillage parce que c'est plus simple, hein, c'est un petit peu plus facile. Alors on a la laitue évidemment, le chou chinois, le basilic, les épinards, la ciboulette, les herbes, le cresson. Pourquoi ? Parce que les racines vont bien descendre dans le sol et puis la gestion de la plante est plus facile avec des herbes. Mais on peut déjà cultiver pas mal avec toutes ces plantes-là. Oui, et comme tu viens de le dire, ce sont des plantes à feuillage et donc les feuillages aiment bien l'azote et donc on est dans la bonne direction à ce niveau-là. Eh bien, quelques conseils pratiques aussi au niveau de cette aquaponie, de cette hydroponie. Il faut avoir quand même des bacs importants, donc au moins 500 litres. Donc dans ces cas-là, c'est 20 kg de poissons adultes pour 1000 litres. Mais vous essayez d'avoir au moins 500 litres, sinon c'est vraiment difficile. Et surtout, jamais moins de 200 litres. Alors Roland, je sais que toi tu en fais, tu utilises quel système ? Alors on a l'Aerospring, c'est une tour qui vient de chez MyFood. Alors c'est de l'hydroponie et on n'a pas mis de petits poissons dedans. C'est un réservoir, une pompe et on alimente environ 36 alvéoles qui nous permet d'avoir beaucoup de basilic, de salade et même des tomates. Et donc ça marche aussi avec les tomates cerises. Alors pour terminer la rubrique, si vous êtes vraiment passionné par l'aquaponie, il existe un livre, L'aquaponie pratique de Marie Fierce chez Ulmer. C'est tout à fait pratique. C'est vrai, il y a des livres beaucoup plus compliqués que celui-là, je vous le recommande tout particulièrement. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
Alors nous allons passer maintenant à la partie actualité. Actualité, ce sont des éléments que nous avons choisis, aussi bien Roland que moi, de vous présenter de manière tout à fait rédactionnelle. Alors Roland, ton premier choix, ça sera quoi ? Eh bien, ça sera la chabazite. Je ne sais pas si tu connais la chabazite. Alors, chabazite. Oui. Si, je connais un petit peu. Bon, on l'utilise parfois pour les bonsaïs, pour les cactés, parce que c'est une sorte de pierre qui est très, très, très poreuse. Mais c'est vrai que ce n'est pas très connu encore. Et c'est pas connu parce qu'on la trouve pas tellement dans le commerce. Il y a des tests qui sont faits au niveau de l'agriculture. Donc c'est une barrière qui va nous permettre, c'est une roche volcanique de la famille des éolites, et on va la pulvériser. Ça va nous faire une barrière contre les champignons microscopiques et même contre les petits pucerons par exemple. Et donc on l'a testé, je peux t'en parler parce qu'on l'a testé au jardin avec nos voisins. Donc on a testé ça l'an dernier. On a de la poudre qui est extrêmement fine. Donc on va pour 1 litre, on met 15 grammes. Donc en plus ça coûte pas une fortune finalement. Mais il faut la trouver, ça c'est le problème. Je mélange avec 1 litre d'eau, mes 15-20 grammes à peu près. Je vais pulvériser comme on le faisait dans le temps avec les produits chimiques, mais ça n'existe plus. Et là, donc, je pulvérise, ça fait une petite barrière microscopique, finalement, qui permet aux champignons de ne pas attaquer la plante lorsqu'il y a des blessures. Et donc, on a eu des résultats avec nos voisins tout à fait intéressants sur les tomates et sur le mildiou. On a prolongé nos tomates assez longtemps. Eh bien, écoutez, ça c'est tout à fait intéressant. Non mais Roland est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup d'expérimentation et on vous en parlera régulièrement. Vous aurez l'occasion de découvrir des choses que vous ne connaissez pas et c'est tout l'intérêt de l'émission bien sûr. Alors moi mon choix au niveau de la nouveauté c'est la collection de roses de nouvelle génération qui s'appelle Rosa Natura. C'est Verdia qui fait ça. Verdia, si vous connaissez par exemple le fameux rosier qui est jamais malade et qui s'appelle Emera, c'est vraiment cette entreprise qui diffuse ces marques-là et ces rosiers qui sont vraiment intéressants. Et là, Rosa Natura sont des rosiers quasiment d'aspect sauvage. Alors, il y en a des blancs, il y en a des roses et des bicolores. Ils mesurent environ 1,20 m de hauteur, ce qui fait que vous pouvez en planter 3 au mètre carré. Et surtout, vous n'allez pas avoir à les tailler comme on taille habituellement les rosiers. Vous n'aurez pas à avoir tout ce problème-là. Donc, Rosa Natura, intéressez-vous à ça. Il y a un site internet qui s'appelle comme ça. Alors, Roland, un coup de cœur. Oui, un petit coup de cœur à propos d'un truc rigolo. Moi, j'ai bien aimé. C'est Nicolas Taliu. Il est créateur de la Société protectrice des végétaux. C'est un petit gars que je trouve sympa parce qu'il a fait cette Société protectrice des végétaux un peu sur le principe de la SPA. Oui, bien sûr. Il s'est dit qu'il y avait des plantes qui étaient un petit peu jetées par les producteurs ou par les magasins. Lui, il les récupère, il les retaille, il les remet en état, il les arrose et puis il les revend à bas prix pour faire fonctionner sa petite entreprise. Il fait en même temps le gardiennage de plantes parce que quand les gens sont partis en vacances, eh bien, les plantes, elles se retrouvent toutes seules à la maison. C'est pas bien de faire ça. Et donc, eh bien, voilà, il fait ça. Il est à Lyon. Moi, je trouve ça une bonne idée. Donc, il est 14 rue Crépet dans le 7e à Lyon. Et puis, vous le retrouvez sur Facebook, Société protectrice des végétaux. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui arrivent de plus en plus, des innovations, des idées, et c'est vraiment très intéressant. Alors je voulais, avant de vous parler de mon coup de cœur, vous parler au niveau des manifestations et salons, la réouverture enfin, de beaucoup de jardins. Depuis le 8 mai, certains comme Vaux-le-Vicomte, par exemple, comme le jardin du Rivaux, se sont déjà rouverts. Giverny, donc le jardin de Monet, le 19 mai, qui va rouvrir. Et il y aura beaucoup d'autres jardins. J'espère même que tous seront ouverts avant la fin mai. Donc regardez quand même sur les sites internet avant de vous déplacer pour aller visiter. Et je voulais insister sur le fait que c'est très important de pouvoir rendre visite à ces jardins. Il est extrêmement difficile d'arriver à avoir ce que l'on appelle une économie équilibrée avec un jardin que l'on ouvre au public et vraiment tous ces propriétaires qui se démènent, j'allais dire même défoncent la santé pour que leur jardin soit merveilleux, eh bien, n'attendent que vous. Donc n'hésitez pas à aller les visiter. Et dans le même esprit, d'ailleurs, ça sera mon coup de cœur, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur qui se tient jusqu'au 9 juin. Et il y a des visites guidées qui sont prévues pour les jardins, notamment à Menton. C'est vraiment un endroit magnifique. Le Val-Ramé, par exemple, qui est le jardin du Muséum d'histoire naturelle, les serres de la Madone. Il y a aussi des collections d'agrumes vraiment très, très intéressantes. Donc, le jardin aussi de Maria Serena, voilà, le jardin des Colombières, tout ça, vous devez vous inscrire. C'est une réservation obligatoire. Le téléphone, c'est 04 89 81 52 70.
Et ça, vous avez absolument besoin de réserver. Et maintenant, nous allons tout simplement écouter les messages de nos chers annonceurs. Vous allez voir, ils sont très intéressants. Alors, restez avec nous. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Eh bien, Elisa du Morbihan nous a posé la question suivante sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Je veux mettre une palissade me séparant de mon voisin car je n'ai qu'une haie. Ça va être des avantages pour mon voisin puisqu'il y aura une détermination précise par le géomètre des parcelles et leur séparation. Et elle voulait savoir tout simplement, est-ce que mettre des haies de 3 à 4 mètres de haut, ça ne va pas être trop d'entretien? Roland, qu'est-ce que tu penses de toute cette chose-là? C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, ça m'a un peu calmé, moi. 3-4 mètres de haut les haies, je me dis, on va être écrabouillé par la végétation, c'est horrible. Bon, il y a déjà une réglementation, hein, donc c'est à 50 cm, on ne peut pas dépasser les 2 mètres de haut. Donc il va falloir tailler si jamais c'est 3 mètres de haut. Donc il faut se séparer de 2 mètres de la clôture pour pouvoir pousser à 3 mètres de haut. Donc là, ça fait aussi, si le terrain est petit, de la place de perdu. Et puis, sauf une chose, mon cher Roland, que tu as oublié de base, c'est que dans la législation française, toutes les haies et clôtures sont considérées comme mitoyennes. C'est-à-dire, je pense que c'est ce qu'est en train de faire Elisa, c'est-à-dire de placer sur la limite séparative sa haie. Ça veut dire qu'elle va à ses frais assurer l'ensemble de tout ce qu'il y a au niveau plantation, géomètre, etc. Et c'est le voisin qui va en bénéficier. Je pense que c'est ce qu'elle disait un petit peu, de faire des choses gratuites pour son voisin, mais la législation française est comme ça. Alors, elle a le droit, quand même, de demander, alors est-ce qu'elle aura un bon résultat, je ne sais pas, mais que les frais soient partagés en deux, puisque la haie sera à l'un et à l'autre. Alors maintenant, on va revenir effectivement sur l'entretien, parce qu'une grande haie de 3 mètres à 4 mètres de haut, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien, d'autant que les arbustes, on dit 3 mètres, mais on n'a pas une jauge fixe. Hein. Quand on dit à un sorbier qu'il ne faudra pas dépasser les 3 mètres de haut, lui, il ne comprend pas toujours. Et des fois, il pousse beaucoup plus haut en fonction de la nature du sol et en fonction du choix des plantes que nous aurons fait. On a parlé tout à l'heure des fusains. La famille est assez grande pour choisir des fusains. Là, on va rester petit parce que l'idée, c'est quand même de rester avec du 2 mètres de haut maximum. Oui. 1 à 2 mètres de haut. C'est vrai que si on prend du laurier cerise, par exemple, là, on va monter à des hauteurs qui vont demander beaucoup de travail, beaucoup de travaux de taille. Donc, c'est pas la peine qu'Elisa se lance là-dedans. On a des petits berbéris qui sont sympas. Ça pique un petit peu, mais il y a tellement de ça empêche les voisins de pénétrer dans le jardin.
Ah ben si jamais il n'a pas voulu payer, donc ça tombera bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une gamme assez large en berbéris persistant avec des petits fruits pour les oiseaux. Alors ce que je voulais dire, c'est attention, Roland l'a évoqué tout à l'heure, à la hauteur adulte de la plante que vous allez choisir. Il y a une hérésie totale qui s'est faite pendant des années avec les thuyas. Les thuyas plicata sont des thuyas qui, d'ailleurs, en nom français, s'appellent le thuya géant. Nous avons eu, avec ma petite jardinière, l'occasion d'aller visiter la Colombie-Britannique, qui est le pays de prédilection des thuyas géants. En moyenne, ces plantes mesurent 40 mètres de haut et les plus grands atteignent 60 mètres. Donc vous imaginez bien que planter des thuyas pour les limiter à 2 mètres, voire 3 mètres, voire même 4 mètres, c'est n'importe quoi. La plante, un jour ou l'autre, de toute façon, elle ne supportera plus ces interventions permanentes de taille. Donc l'important, c'est effectivement de décider dès le départ, je veux une haie à tel niveau et je vais la laisser pousser jusqu'à temps qu'elle atteigne sa taille adulte normale. Parce qu'on fait bien entendu, Roland, des haies en mélange. On ne fait plus des rideaux de verdure uniformes. Non, la monoculture en haie est une hérésie également, parce que tu as parlé de la taille des thuyas qui sont géants, et donc il va falloir tailler 2 fois par an pour les garder à hauteur. Mais en plus, on fait de la monoculture, on les met côte à côte. Si on a une maladie qui se chope à un bout, ah ben elle va à l'autre bout, elle rigole la maladie. C'est un peu comme les patates et les dorifores. Là, on leur fournit le gîte et le couvert. Forcément, ça coince un petit peu. Donc aujourd'hui, tu as raison, Patrick, on mélange un maximum, on fait des haies paysagées, et en plus, la biodiversité est très contente. La biodiversité est très contente et le jardinier aussi parce que c'est beaucoup plus joli. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Notre dossier aujourd'hui pourrait tenir des semaines durant parce que nous avons l'ambition avec Roland de vous expliquer comment composer un jardin. Je sais que un jardin, ça n'existe pas en soi. Il y a des jardins. J'ai jamais vu dans ma vie 2 jardins identiques. Donc nous sommes toujours à créer des choses différentes en fonction de notre propre personnalité, en fonction du lieu, du climat, etc. Mais il y a quand même quelques petites règles, on va dire, quelques petites choses de base auxquelles il faut penser. Roland, déjà, on doit s'interroger sur le jardin, pour quoi faire? Toi, par exemple, ton jardin est essentiellement, on va dire, vivrier. C'est un jardin sur lequel tu te nourris, mais tu as essayé aussi, avec succès, il faut le dire, d'accorder la productivité avec l'esthétique. Mais je pense que c'est une des choses de base. Que vais-je faire de mon jardin? Oui, c'est exactement ça. Tu l'as dit, le jardin finalement reflète la personnalité de son jardinier. Je veux quoi et dans quel objectif? C'est un peu toute notre vie, hein, c'est le résumé de notre vie. Je vais où, je fais quoi? Et donc le jardin, c'est ça. Nous l'avons voulu de notre côté vivrier, mais pas que. Parce que, ok, il est vivrier, mais on se promène dedans, on invite des potes dedans. Bah, t'es déjà venu, donc il faut bien qu'on te fasse visiter un petit peu et que tu puisses te poser à un moment. Donc, est-ce que je dois mettre un banc? Est-ce qu'il doit y avoir des allées pour aller quelque part? Et ça, c'est des vraies questions qu'on doit réfléchir. Alors je dis on doit, vous faites comme vous voulez, hein, mais on doit y réfléchir avant. Tu vois, ne serait-ce que le fil à linge, le fameux fil à linge. Ben oui, nous on lave notre linge par exemple, on le fait sécher dehors quand il n'y a pas les chenilles, mais ça c'est un autre problème. Comment on va au fil à linge? Et voilà, c'est une vraie question. Donc il faut qu'il y ait une allée, il ne faut pas que je fasse des détours. L'objectif c'est capital, et puis vivre dans son jardin. Alors, il faut savoir aussi la définition de base d'un jardin. Beaucoup aujourd'hui ont essayé de projeter une idée d'espace naturel ou de nature un peu apprivoisée ou même le moins possible pour être un jardin. Ce n'est pas vrai. La définition de base d'un jardin, c'est un endroit clos. Le jardin est un endroit qui délimite la dimension de votre propriété. Et on vient de l'évoquer avec la question d'Elisa tout à l'heure. Attention de ne pas transformer, on va dire, votre jardin, surtout s'il est petit, en une sorte de camp de concentration avec des clôtures immenses et avec des haies pas possibles.
comment toi tu fais? Toi, tu habites à la campagne et tu as laissé l'ouverture sur le paysage, parce que c'était joli. Mais quand on est en ville, on n'a quand même pas envie forcément que le voisin regarde chez soi, etc. Il faut quand même, il faut délimiter. Alors, il y a des méthodes artificielles pour délimiter avec le bois, l'aluminium, etc. Mais il y a aussi des moyens alternatifs. On va dire, on peut mettre des tuteurs à grimpantes et utiliser les grimpantes pour avoir une protection finalement naturelle. On est toujours protégé, mais on va respecter ce jardin naturel avec des lianes, avec tout ce qu'on veut, avec du lierre, mais sur un support qui va rester fixe. Ce qui va rester fixe, et à ce moment-là, pas forcément des plantes permanentes. On peut très bien, mettons, mettre des grands haricots grimpants, ça peut aussi faire des petites haies sympathiques. Bon, on peut avoir pourquoi pas des pois de senteur, des choses comme ça, des cobées grimpantes. T'en fais ça, des cobées grimpantes? J'en ai eu fait dans le passé, j'en fais plus. C'est trop envahissant? Non, c'est pas trop envahissant parce que bon, si tu as le tuteur qui va bien avec, c'est sympa. Et comme tu l'as dit, et là, moi j'aime bien cette notion-là, c'est de dire je vais changer l'année prochaine parce que la notion de changement est importante chez le jardinier. Je vais pas rester, mais c'est un peu comme ma maison dans le salon. Bon, on va pas dire qu'on change tous les ans, mais c'est bien de rajouter alors des bibelots, les meubles pas trop souvent quand même. On essaie de les garder puisqu'ils sont en place, mais on aime bien changer aussi la couleur. On aime bien changer l'environnement. Le jardin doit être pareil. Oui, donc toi, tu assimiles le jardin à une structure d'intérieur où, oui. Par exemple, tu as des plantations fixes qui sont l'équivalent des meubles, et puis tu vas avoir des plantations changeantes qui sont l'équivalent des bibelots. Exactement, on a bien réfléchi au départ pour installer les meubles, entre guillemets les arbres, puisque nous avons des mirabelliers, nous avons un gros cerisier qui était là sur le terrain. Je dirais qu'on fait déjà l'état des lieux pour profiter de l'existant. Et puis ensuite, on met les meubles. Les meubles, on sait qu'on les déplacera pas trop souvent. Et après, eh bien, on a tous les bibelots et puis on a la peinture des murs, entre guillemets. Ça va être les petites fleurs, les légumes qu'on va rajouter, le circuit qu'on peut éventuellement changer et puis la pelouse qu'on va laisser ou pas d'ailleurs, qu'on peut supprimer, qu'on peut recréer, qui va nous donner cet espace de verdure et ce circuit qu'on va créer. Donc voyez, on commence à bien définir les choses et il y a deux éléments très distincts généralement dans un jardin. Vous avez le jardin de devant, qu'on va considérer comme étant le jardin d'accueil, celui qui donne sur la façade de la maison, l'endroit par lequel vous arrivez. Et ça, c'est souvent plutôt un jardin d'ornement, un jardin d'agrément, un jardin qui sent bon aussi pour qu'on ait envie de rentrer. Et puis quand vos amis rentrent aussi, il y a des fleurs, etc. C'est sympa. Et puis il y a le jardin de derrière qui peut être un endroit un petit peu plus intime ou un endroit un peu plus productif. C'est là qu'on va mettre plutôt le potager, le verger, etc. Et ça, il faut bien les dissocier parce que c'est pas toujours commode d'associer l'ensemble, on va dire, surtout sur un jardin d'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis ça dépend de la surface qu'on a, parce que tu as parlé du jardin devant. Nous, il n'y a que des pots. Pourquoi? Alors, on a mis des pots. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de devant, toi. Eh bien oui, on est directement sur la route. On s'est fait piéger quand on a acheté la maison. Ils nous ont supprimé le petit jardin de devant. Cela dit, on l'a recréé un petit peu avec des pots, et les potés aussi vont intégrer cet accueil, comme tu l'as dit, qui est important. On vient chez un jardinier, il faut que ça soit fleuri quand même. Alors, le jardin est de plus en plus devenu un espace de vie, un espace aussi d'accueil, de convivialité, de partage. On espère que justement tout le Covid va disparaître pour qu'on puisse se retrouver de nouveau ensemble, entre amis, en famille, dans nos jardins, et devenir donc un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut aussi vivre. Donc il y a toujours une partie, on va dire, dégagée, qui peut être en pelouse, qui peut être aussi en terrasse, parce que il fait pas beau toute l'année. Donc il faut aussi penser qu'à un moment donné, il peut pleuvoir. Mais ce que je voudrais faire aussi, c'est attirer votre attention sur les circulations. Un des éléments les plus importants dans un jardin, c'est de savoir comment on va se déplacer dedans. Roland, toi, tu te déplaces beaucoup dans ton jardin. Comment as-tu créé tes allées? Eh bien, tout simplement en prenant en compte les lieux de vie. Il y a la cabane au fond du jardin dans lequel j'ai la tondeuse, etc. Donc là, déjà, c'est un premier lieu de vie sur lequel je vais aller régulièrement. Il y a le robinet.
le robinet pour l'eau, ah bah c'est un détail, hein, on rigole. Non, c'est pas un robinet, détail, c'est capital. Exact. Et ben voilà. Et donc il faut pouvoir y aller facilement. Et tu connais l'être humain que nous sommes. Eh bien, on prend le plus court. Donc s'il faut traverser les carrés potagers, ça va me prendre la tête. Donc il faut que je prévoie ces allées, comme tu l'as dit. Alors il y a ça, mais il y a aussi la terrasse ou le lieu dans lequel on va se reposer pour aller lire un bouquin sous un arbre. Donc là, c'est les lieux de vie finalement qu'on va créer. Et ces lieux de vie doivent être reliés ensemble. Une fois qu'on a fait ça sur un plan, même un plan tout pourri, hein, c'est pas grave. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le reste, les meubles et les bibelots. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'équipe de News Jardin TV s'est renforcée tout récemment d'une paysagiste qui s'appelle Joëlle Roubache et qui nous fait une nouvelle rubrique qui s'appelle Regard de paysagiste, dans laquelle elle va vous expliquer justement comment on conçoit à la fois donc ces circulations, les volumes, les perspectives, et ça c'est quand même la base même d'un jardin réussi. Et on terminera avec quand même un clin d'œil très important, c'est-à-dire le fait que notamment en ville, le jardin devient de plus en plus un espace de biodiversité, et ça, Roland, tu es un champion du monde pour cela, donc n'oublions pas effectivement de varier un maximum avec des plantes qui attirent aussi la faune. Oui, on a chez nous 350 variétés de légumes, herbes, etc. 350 parce qu'on s'est arrêté là, on n'avait plus de place surtout. Arrêtez de cultiver en rang, arrêtez la monoculture, par pitié. On va vous faire très rapidement, dans quelques semaines, un reportage nouveau chez Roland. Vous allez voir comment c'est, et c'est extrêmement intéressant. Le téléphone sonne à nouveau pour une question qui nous a été posée par Myriam sur le site internet de News Jardin TV. Elle me dit la chose suivante. Ma voisine vient de me donner une plante que l'on appelle le spathiphyllum. Elle l'appelle cuillère parce que ça fait référence à la forme des fleurs blanches. On va voir ça tout à l'heure. Elle dit, je ne sais absolument pas comment l'entretenir. Donc c'était un cadeau empoisonné. Pouvez-vous m'aider? Mon cher Roland, comment peut-on aider notre chère Myriam? Eh bien, ma chère Myriam, d'abord, on l'appelle aussi fleur de lune. Fleur de lune. Fleur de lune, c'est très joli aussi. Hein. Et donc, on l'appelle fleur de lune parce que sa fleur, ce spat est très joli. Et donc, fait penser à la lune. Bon, alors, je ne sais pas qui a trouvé l'idée là. Roland, excuse-moi, je vais te tirer un tout petit peu les oreilles botaniquement parce que l'aspat n'est pas la fleur. L'aspat est la bractée, donc la forme comme une feuille blanche qui entoure le spadis, qui est cette espèce de petit épi qui est là l'inflorescence. Donc on est dans la famille des aracées, et toutes les plantes, notamment l'arôme par exemple, et le spathiphyllum en fait partie, donc à ce type de fleurs, et ça c'est vraiment très particulier. Alors on a dans le spathiphyllum quand même plusieurs variétés, mais qui se cultivent à peu près toutes pareilles. C'est pas la plante d'intérieur la plus difficile à réussir. Non, elle est facile, tiens, tu vois, j'en ai une là derrière. Bon, tu vois pas parce que... montre-la nous, montre-la nous. Ah bah attends, tu veux que j'aille la chercher? Ah bah oui, je veux que tu ailles la chercher. Attends, je vais essayer. Oui, on va faire ça. Oui, comme ça, ceux qui nous regardent en vidéo, d'ailleurs, je rappelle que le samedi, à partir de 8h, vous pouvez nous suivre quasiment en direct et chatter entre vous, c'est absolument sympa. Et donc voilà, maintenant, vous savez ce qu'est un spathiphyllum. Et il a même des fleurs. Donc montre-nous la spathe. Alors attends, j'essaye avec le micro, je suis coincé dans tout ça. Voilà, non, mais c'est pas grave, vous voyez, on est en direct. Alors, vous voyez, la spathe, voilà. C'est une feuille transformée qu'on appelle une bractée et qui, chez le spathiphyllum, est blanc. Oui. Et vous avez cette espèce d'épi devant qu'on appelle le spadis et qui est l'ensemble de l'inflorescence. Alors, ton spathiphyllum, il a les feuilles qui retombent un petit peu molles. T'as oublié de l'arroser ou il est toujours comme ça? Oui, volontairement, je lui fais le coup chaque fois, il comprend rien. Et donc, je lui fais le coup, je l'oublie de temps en temps. Alors, c'est une technique, faut faire un peu attention, parce que si on oublie trop souvent, eh bien, faut être extrêmement attentif. Tu disais, c'est une culture facile, sauf que le fait d'oublier d'arroser, c'est ce qui provoque plus facilement la floraison. Par contre, faut pas oublier trop longtemps. Sinon, on a vite les feuilles de la base qui deviennent sèches, et là, on se rend compte. Et puis, pas que les feuilles de la base, donc il faut être attentif également. Là, autre chose, hein, le bout des feuilles qui jaunit un petit peu, voilà, qui jaunit. Bon, là, je le vaporise peut-être pas assez souvent, mais on me prend du temps avec les émissions. Voilà pourquoi je vaporise pas assez. Je ne vaporise pas assez, mais il y a aussi le fait que cette plante a été placée en pleine lumière, et on peut penser qu'il y a quelques brûlures qui viennent du soleil direct, donc on ne met pas cette plante
directement au soleil, on va simplement la placer de manière à ce qu'elle se trouve avec une lumière filtrée. C'est important. Alors, j'ai beaucoup aimé ce que vous a montré Roland à l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire périr une plante d'un excès d'arrosage que d'un manque. Oui. Et le manque, malheureusement, est exactement le même symptôme que la plante est trop d'eau ou pas. Quand une plante a trop d'eau, elle s'avachit, elle s'affaisse, et quand elle n'a pas assez, elle fait la même chose. Mais quand on n'a pas assez, on sait qu'on n'a pas arrosé. Oui, et puis aussi un détail pour Myriam, c'est gros pot. Un gros pot, vous voyez la taille du pot, là, il est assez impressionnant. Oui, parce que ça permet aussi de faciliter cet arrosage. Je veux dire pour finir, arrosez simplement une fois par semaine votre spathiphyllum, et ça fonctionnera très bien. Et c'est sur ce mot-là que je vous invite tout simplement à suivre un tout petit peu de publicité. Vous allez voir, c'est très court, et on se retrouve tout de suite. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous allons maintenant passer au travail de terrain, puisque c'est la rubrique « Que faire au jardin » cette semaine. Alors Roland, que fais-tu dans ton jardin de Vittel pour la semaine qui vient ? Bon, pour moi, c'est pas du travail, c'est un plaisir, déjà. Et puis, les Saintes Glaces sont passées, 11, 12, 13 mai, donc nous sommes le 15 et je vais pouvoir me lancer dans la plantation, dans le semis, des courges et des courgettes. On les sème, on va pas chercher des plants. Oui, parce qu'on est capable, dans le Grand Est et dans les régions froides que nous pouvons avoir en France, avoir des gelées tardives. Et donc, les petites courges, alors évidemment, on va avoir 3 semaines, à peu près 3 semaines avant qu'elles sortent. Donc, ça va me porter au 1er juin. Et on va dire entre le 1er et le 10 juin. Et là, les feuilles ne craindront plus rien parce que les nuits seront accessibles. On a eu une année quand même où on a eu des gelées blanches le 2 juin. Oui. Donc, on se calme, on va doucement. Non, puis là, le printemps était quand même assez froid. Jusque-là, c'était quand même pas très, très agréable. Alors quand même, tu vas prendre du retard. Oui, je vais prendre de l'avance en étant en retard. Je ne sais pas si je vais être très clair, mais souvent, on a l'envie de planter, parce que dès les premiers jours, j'en ai même vu au mois d'avril qui plantaient les tomates, parce qu'on est pressé d'aller au jardin, on a envie après le printemps, sauf que vous prenez du retard, parce que ces tomates vont sans doute crever, les légumes du soleil. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un petit coup de froid, tout dépend de la région, bien sûr, et donc on prend de l'avance en étant en retard, et ça, c'est à retenir pour le jardinier. Oui, mais toi, tu as une belle serre, tu aurais pu très bien commencer à semer, avoir des plants qui étaient déjà bien développés et puis les mettre simplement en ce moment. Donc tu aurais quand même gagné
un peu en précocité par rapport à la récolte. Ah non, ben là, oui, tu as raison de le préciser. Il y a deux cultures différentes, la culture sous serre et la culture à l'extérieur. Je parlais de l'extérieur, sous serre, c'est déjà blindé. Hein. Donc j'ai planté mon clémentinier déjà, mon citronnier, un citron lime. Donc là, ça n'a rien à voir avec les légumes, mais quand même, on a déjà des salades et on en mange depuis le mois de mars. Et puis les tomates sont plantées dans la serre. Oui, mais la serre, elle peut servir uniquement de multiplication. On sème dans la serre, on obtient des jeunes plants que l'on sort au moment adéquat. Est-ce que je peux t'avouer un secret ? Bien sûr. L'an dernier, on n'a fait que du semis puisque nous avions peur que les jardineries soient fermées. On a fait beaucoup de semis. Alors là, par contre, on a pris du retard parce que faire un semis nous-mêmes, ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a certaines plantes, on aime bien acheter les plants. D'abord pour les producteurs, on est content pour eux. Et puis, les tomates, tu vois, les aubergines, je préfère acheter les plants que de faire les semis. Donc, on navigue entre les deux. Voilà, il faut toujours naviguer entre les deux. Le jardinage, c'est pas une science exacte. Le jardinage, ça doit être aussi un plaisir. Si vous n'avez pas le temps de semer, vous achetez des plants, mais c'est le moment maintenant de les mettre en terre. Et si vous n'habitez pas dans le Grand Est, mais un tout petit peu plus dans des régions plus douces, eh bien, on peut même mettre les tomates, bien sûr, maintenant directement à l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Alors, un peu de désherbage quand même, Roland, parce que ça pousse en ce moment, toutes les herbes. Ah oui, ça c'est le désherbage, ça doit être régulier. Là, on a des fois des questions en disant je comprends pas, mon terrain est envahi. Bah oui, c'est envahi parce que on n'a pas été régulier. On va dire que tous les jours ou presque, on devrait faire un petit tour de son jardin. Bon, je sais, il faut avoir le temps. Il y a des gens qui travaillent, Roland. Eh oui, mais attends, j'arrive à faire les deux quand même. Et donc, le petit tour du jardin, allez, pas longtemps, une demi-heure, pour enlever les herbes qui commencent à pointer le bout de leur nez. On sait qu'alors on dit plus mauvaise herbe, on dit herbe indésirable, mais simplement, la culture doit se faire. Si on veut privilégier une bonne herbe, eh bien, il faut que les herbes indésirables arrêtent de prendre toute la bouffe autour. Et donc, on est bien obligé de désherber. Alors, comment tu fais binette ou oui, tu tires à la main ? Je sarcle beaucoup, comme j'aime pas ramasser, j'explique que je fais du compostage de surface. Donc je sarcle et je laisse tout. Des fois je me fais un petit peu disputer parce que c'est pas très esthétique. Oui, c'est ça. Mais ouais. ah ben oui, c'est même moche, mais comme je suis un feignant, j'ai la parade en disant il s'agit d'un compostage de surface. Alors il faut savoir que l'action de sarcler, c'est-à-dire donc de soit passer une sarclette ou un sarcloir, c'est-à-dire qu'on va pousser l'outil, ou une binette qui est un outil que l'on utilise en tirant, eh bien, fait un double travail. Parce que non seulement on va éliminer ces herbes que l'on ne veut pas, dont vient de vous parler Roland, mais on va aussi décrouter la terre en surface. Et on se rappelle le vieil adage, mon cher Roland. Un binage vaut 2 arrosages. Et est-ce que tu as pu justement confirmer cet adage ? Oui, je te le confirme, oui, parce que d'abord, quand tu casses la croûte, puisque c'est l'expression voulue, quand on va casser la croûte au jardin, c'est qu'on va enlever justement, ça évite le compactage du sol, ça limite, pardon, le compactage du sol, ça permet à l'eau, quand il pleut, de bien pénétrer, et donc, comme tu l'as dit, le fait de casser la croûte en surface, ça limite aussi l'évaporation de l'eau, ça a tous les avantages. Eh bien, ça a tous les avantages, et casser la croûte. Un peu de lecture, un petit peu de surf sur Internet avec Roland qui a découvert, enfin au moins peut-être pas découvert parce qu'il y a un moment qu'on connaît, un site qui est particulièrement intéressant et un site qui est en même temps producteur de livres, producteur de magazines et même de vidéos. J'adore, alors on le connaît, oui, tu as raison, c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est un coup de surf, salamandre.org, la salamandre. Ils sont voisins, ils sont dans l'Est de la France, eux, et alors c'est un site absolument génial, comme tu l'as dit, il y a quelques vidéos, il y a des dessins à tomber par terre sur la nature, hein. Le but du jeu, c'est d'intéresser tout le monde à la nature, mais à la nature un peu sauvage, et il n'y a pas que des plantes, il y a surtout même des animaux, et donc il y a cette revue qui paraît tous les 2 mois, ils sont sans but lucratif, les cocos, donc il faut leur filer un coup de main. Donc si vous pouvez vous abonner à la salamandre, ça sera très sympa de votre part. En tout cas, allez voir le site, ça s'appelle salamandre.org. Alors salamandre.org fait aussi, je disais, donc des livres qui sont particulièrement intéressants sur la nature. Et moi aujourd'hui, je vais vous présenter comme d'habitude 2 livres. Alors un qui est tout à fait du moment, puisque c'est le guide des tomates. Il y a 250 variétés
à cultiver et c'est vrai à déguster parce que à l'intérieur de ce livre, on vous montre souvent comment est l'intérieur même de la tomate. Donc vous savez si c'est une tomate très charnue, si c'est une tomate qui est cloisonnée par exemple. 250 variétés, c'est beaucoup, c'est loin d'être l'ensemble, par exemple, qu'on trouve à la Bourdaissière, qui est le Conservatoire national de la tomate, où il y en a 650 variétés, mais ça fait déjà quand même un bon gros bouquin, surtout que le travail a été très très bien fait, puisque vous avez systématiquement la photo. Alors, il n'y a pas énormément de texte, vous avez vraiment le minimum vital. Il y a quand même, au tout début du livre, tous les conseils qu'il faut pour réussir à cultiver ces tomates. Ça, c'est pas mal non plus, avec l'auteur donc qui est Pascal Antigny, qui cultive des tomates depuis des années et il sait vraiment de quoi parler. Donc c'est chez Delachaux et Niestlé, ça s'appelle Le Guide des tomates, ça vaut 24,90 €. Si vous êtes passionné par les tomates, n'hésitez pas. Le seul reproche que je ferai à ce livre, c'est qu'il n'y a strictement aucune variété hybride qui a été présentée, et je pense que c'est une erreur parce qu'il y a des hybrides qui ont une qualité gustative notamment ou productive exceptionnelle. Alors, un autre livre que je voudrais vous faire découvrir, là, on n'a pas de photos cette fois, hein, on va être comme dans un roman. C'est Le Jardin Jungle Arche de biodiversité. C'est un livre d'origine anglaise, Dave Goulson qui a écrit ce livre-là. C'est quelqu'un qui est très connu outre-Manche parce que c'est un écologiste à la fois militant, mais un écologiste, je dirais, intelligent. C'est quelqu'un qui sait regarder, c'est quelqu'un qui sait explorer, et c'est quelqu'un qui sait aussi prendre les bonnes synthèses. Alors, il va nous montrer, dans ce livre, comment l'environnement global, ce que l'on appelle aujourd'hui un peu la nature, a été abîmé par à la fois une industrialisation de l'agriculture, bien entendu des pollutions qui sont liées à l'urbanisation, et l'impact que ça peut avoir sur certaines espèces importantes. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Ce livre, c'est CNL Rouergue qui a été l'éditeur. Ça coûte 23 €. Le téléphone de nouveau pour une question qui nous a été posée sur le site internet de News Jardin TV avec Christophe qui dit: peut-on manger les fruits de toutes les fleurs de la passion, mon cher Roland? Bah. Non. Alors non, pas toutes. Alors si, on peut vraiment en se forçant. Hein. C'est-à-dire qu'on a Passiflora caerulea, donc la passiflore bleue. Donc celle-là, elle fait bien des fruits qui font environ 3 à 6 cm, mais ils sont pas bons du tout. Ça n'a rien à voir avec les fruits de la passion, le maracuja de la Passiflore edulis. Alors c'est eux qu'on mange en glace, en sorbet, tout ça. Mais là, l'autre fruit, non. Alors c'est pas très bon. Non, c'est plutôt une plante décorative. Alors on peut arriver quand même à consommer, notamment en confiture, le fruit de Passiflora caerulea, à condition que vous le récoltiez à complète maturité, et comme vient de dire Roland fort justement, que la plante ait reçu un maximum d'ensoleillement. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, la présence du soleil va permettre avoir un petit peu plus d'éléments sucrés que si la plante reste un peu plus jaune. Attention, dans ces cas-là, il faut le savoir que la chair de ce fruit contient, attention, tenez-vous bien aux branches, de l'acide cyanhydrique. Oui, de l'acide cyanhydrique, comme on trouve d'ailleurs dans les pépins des pommes, les noyaux des pêches, même le manioc. Et c'est un poison violent. Donc il faudrait quand même en consommer énormément pour que ça soit préjudiciable pour notre santé, mais on va dire qu'en même temps, ce goût qui peut être très amer vous signale le fait que vaudrait mieux le laisser de côté. Donc c'est assez important à savoir à ce niveau-là. Alors, il faut dire aussi quand même que la passiflore est une plante médicinale reconnue. L'Agence européenne de médicaments reconnaît même l'usage traditionnel de la passiflore pour modérer l'anxiété. C'est une plante qui détend, c'est une plante qui a tendance à aussi
abaisser le niveau de palpitation. Bon, alors, attention, hein, ce n'est pas non plus le médicament du siècle, mais ça peut vous aider à avoir des meilleures nuits, par exemple. Alors, vous fabriquez pas votre mixture de passiflore. Roland, il est mort de rire. Parce que, évidemment, dès qu'on touche la médication avec les plantes notamment, il faut faire attention. Alors, il existe des extraits dans le commerce. Vous en prenez en respectant scrupuleusement les doses qui sont indiquées. Et là, peut-être que vous aurez un plaisir de bien dormir grâce à la passiflore. Alors bien sûr, Roland, toi tu cultives pas de passiflore. Hein. Non, bah, puis avec le cyanure, c'est vrai qu'on peut bien dormir, ça c'est sûr. Bah, je remarque que tu l'as bien vendu, ta confiture de cyanure, mais quand même, ça passe pas bien. Oh, il n'est pas gentil avec moi. Bah, écoutez, hein, on va espérer, mon cher Christophe, que vous mangerez des bonnes grenadilles ou maracuja, passiflora et du lys. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Notre histoire botanique aujourd'hui ne sera pas une véritable histoire, mais sera l'occasion de vous présenter une plante tout à fait extraordinaire que nous avons eu le plaisir de voir dans son biotope avec ma petite jardinière Nicole en Namibie. Cette plante s'appelle Aloe dichotoma, que l'on appelle aussi l'arbre carquois du Kalahari. Et mon cher Roland, je voudrais bien que tu me racontes pourquoi. Eh bien parce que tout simplement, ce qui est rigolo, c'est que ce bois est finalement assez léger et donc on pouvait utiliser ce bois pour ranger les branches et l'écorce sont utilisées pour faire des carquois, tout simplement parce que c'est extrêmement léger. Le bois est un petit peu... les arbres morts peuvent être creusés aussi et donc c'est surtout très très léger. Ça devait être pratique pour aller à la chasse, je suppose, et pour ranger les flèches. Alors qui allait à la chasse et ranger ses flèches, ce sont bien sûr ce que l'on appelle les Boshimans ou les San, qui sont donc les indigènes du lieu qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles parce que le Kalahari c'est d'une sécheresse pas possible, mais qui sont des gens qui ont réussi à avoir une approche avec la nature qui est extraordinaire. Alors on va revenir un tout petit peu au niveau de la botanique sur cet Aloe dichotoma parce que si vous regardez les pages internet, on va vous dire aujourd'hui, ça s'appelle Alliodendron. Vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça en matière de botanique. On change les noms, il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas. En tout cas, moi je vous conseille de conserver Aloe dichotoma. Pourquoi ? Parce que quand vous allez sur certains sites extrêmement sérieux, comme ceux du Missouri Botanical Garden, comme ceux par exemple aussi du jardin Kew Garden, enfin qui sont les sommités en matière de botanique, ils ont conservé Aloe dichotoma et c'est plus aussi facile de s'en rappeler. Ce qui est beaucoup moins facile de se rappeler, c'est à quelle famille botanique appartient Aloe dichotoma. Est-ce que ça te dit quelque chose ? C'est un nom à coucher dehors, là. Hein, c'est un Xanthoreacea. Voilà. Et c'est ça. Les Xanthoreacées, voilà. Bon, quand on est botaniste, c'est plus facile. On a l'habitude de parler avec ces noms-là, mais c'est vrai qu'à écrire, c'est absolument épouvantable. Donc, les Xanthoreacées ont leur nom donné par une plante tout à fait intéressante qui s'appelle le Xanthorea et que l'on connaît sous le nom de Black Boy. Le Black Boy, on en a parlé quand on avait parlé des plantes et du feu, parce que c'est une des pyrophytes les plus résistantes qui existent, donc des plantes qui ont besoin du feu pour se régénérer. Et là, le Black Boy, lui, habite en Australie et nous restons donc dans notre Afrique du Sud. Donc on est vraiment au sud-ouest de l'Afrique du Sud et surtout en Namibie pour voir ces Aloe dichotoma. Pourquoi dichotoma ? Qu'est-ce qu'on entend dans dichotoma ? La dichotomie. C'est quoi la dichotomie ? C'est que à chaque bout de branche, vous avez une ramification par deux. Et donc vous avez deux, comme ça, et ça vous fait à la fin une sorte de buisson tout à fait étonnant parce que cet aloe, vous connaissez tous d'autres aloès, des petites plantes succulentes, des plantes grasses, comme on dit, que l'on peut même cultiver à la maison. Mais lui, c'est un arbre. C'est un arbre qui peut atteindre 6-7 mètres de hauteur. Il paraît qu'il y en avait même, on n'en trouve plus aujourd'hui, mais qui faisait jusqu'à 9 mètres. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est l'écorce. La couleur de l'écorce est extraordinairement belle. Moi, j'étais complètement baba devant ces arbres au milieu du désert. Vous voyez ça et vous dites, waouh, quand même, c'est assez extravagant. Alors, il faut savoir autre chose. C'est que cette plante-là fait de très belles
inflorescences, comme la plupart des aloès. Et qui est-ce qui va venir féconder, va venir polliniser la fleur d'Aloe dichotoma? Oh bah, il doit y avoir une bestiole, hein, sûrement. Oui. Alors. Eh ben, il y a une bestiole qui est assez rare en association de pollinisateurs avec les plantes. C'est un lézard. Ah oui, dis donc. Ce sont eux qui vont venir se nourrir des fleurs, mais en même temps qu'ils s'en nourrissent, eh bien, ils transportent le pollen et ils finissent par arriver à tout simplement polliniser la plante. Alors, on va dire une chose aussi importante par rapport à Aloe dichotoma, c'est que c'est une plante aujourd'hui qui est considérée comme une des plus affectées par le changement climatique. Je vous disais qu'elle poussait au nord de l'Afrique du Sud et en Namibie. Dans cette région qui est donc dans l'hémisphère sud, le climat, entre guillemets, est inversé. C'est-à-dire que plus vous allez vers le sud et plus il fait froid. Et donc, comme lui, il vivait au nord, eh bien, il a de moins en moins de possibilités de se développer parce qu'il ne supporte pas, curieusement, les très très fortes chaleurs qu'il y a maintenant dans ce pays. Et donc, on sent que la population va essayer de redescendre vers le sud. Or, malheureusement, ce sont des plantes qui ne se multiplient qu'à partir de l'âge de 15-20 ans. Et donc, vous voyez comment le climat peut impacter sur une flore locale et la rendre peut-être de plus en plus rare. Et il faut donc s'interroger sur le devenir de ces aloès dichotoma. Et c'est sur ces réflexions un peu philosophico-botaniques écologistes que nous allons nous quitter. Roland, merci d'avoir participé à l'émission De Loin de Vitel. Soigne-toi pas parce que tu es en bonne santé, mais reste bien confiné pour ne pas transmettre éventuellement la Covid aux autres. On te retrouve alors sur les réseaux. Oui, sur Les Jardins de la Terre, le site lesjardinsdelaterre.com, sur Facebook, sur Instagram et même sur TikTok, dis donc. Et même sur TikTok, où alors là, vous ne reconnaîtrez même pas Roland, il se déguise, il raconte des bêtises, en fait, et il s'amuse en tous les cas. Et bien, moi, je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière qui est avec Miguel derrière la caméra, je l'embrasse aussi. Notre petite perle qui est une perle absolue, elle n'a pas bougé du tout pendant toute l'émission. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.